Connaissance, recherche, sciences, Dessin mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. J'aimerais dire deux mots de plusieurs théories de la théorie du jeu dans cette approche. Alors vous avez le problème du freerider, du cavalier solitaire dans cette théorie du jeu. Si je regarde tout ce que font les autres, et je pense que là c'est... Et si je suppose que les autres vont continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire, et si j'essaie de tricher ou de faire les choses différemment, alors les gens disent dans ce contexte, si on passe à un accord et que moi je suis un pays, je vais essayer de tricher un peu par rapport à l'accord, parce que si j'émets un peu plus et que je suppose que les autres émettent pareil, moi, la différence ne sera pas énorme parce que je suis un petit pays dans le monde et il n'y aura pas beaucoup d'impact sur mes enfants, mais ça me permettra de réaliser de grosses économies maintenant. Dans la littérature indienne classique, on vous raconte une histoire dans laquelle tout le monde pense que la jarre de lait est la propriété de tous et que si chacun va prendre un petit verre de lait et remplacer le petit verre de lait de cette jarre commune par un verre d'eau pour revenir au même niveau et que ça ne se voit pas, la différence va pas être énorme pour les autres parce que, bon, ça se voit pas, mais on finit par aboutir à une jarre de lait remplie d'eau. Et c'est c'est la vision très simpliste qui est exprimée par cette position du cavalier solitaire. C'est un problème, mais dans notre contexte, il est important de comprendre que ce n'est pas le jeu que nous sommes en train de jouer, parce que s'il y a un des joueurs qui triche, dans ce contexte, cela pourrait déstabiliser l'accord dans son ensemble. Donc, on ne peut plus tricher. Ensuite, il y a des moyens de punir les tricheurs. Il est possible, par exemple, de les exclure des marchés. Il est possible de les traiter différemment. Il est possible de les pénaliser dans des contextes hors accord sur le changement climatique. Donc, il y a des pénalités qui peuvent être appliquées aux tricheurs. Et je pense que la vision la plus heureuse par rapport à ce problème, c'est de se dire que les gens veulent se comporter de manière responsable. Il n'est pas vrai que tout le monde souhaite se comporter simplement en fonction de ses intérêts propres. Je pense que les gens veulent se comporter de façon responsable. Bon, pas tout le monde. Je ne suis pas naïf jusqu'à dire que tout le monde veut adopter une attitude responsable. Mais reconnaissons que la majorité des gens souhaitent se comporter de manière responsable, souhaitent réduire leur niveau d'émission parce qu'ils savent que c'est la chose qu'il faut faire et pas simplement parce qu'on va les punir si par hasard ils ne réduisaient pas leur niveau d'émission. Donc, pour toutes ces combinaisons de raisons, je pense que la vision très étroite du cavalier solitaire n'est pas une manière raisonnable d'envisager ces problématiques. Je ne suis évidemment pas en train de dire qu'il ne faille pas être attentif et vérifier que les gens se conforment à leurs engagements. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus dire que tout accord est voué à l'échec à cause de ces cavaliers solitaires. Je pense qu'il faut partir sur des principes de responsabilité et de confiance. Et cela ne peut se faire que si l'on comprend la position des autres. Je vous en ai déjà parlé de façon importante quand je vous ai parlé de la Chine et des États-Unis. Mais on peut également renforcer la confiance et la responsabilité par la sanction des électeurs. Il y a 3 ans, John Howard, le Premier ministre australien, a
perdu des élections. Et il y avait plusieurs raisons à cela. Mais l'une de ces raisons, et je suis sûre que si nous avions des Australiens, ils pourraient mieux vous expliquer la situation, mais l'une des raisons était le problème du changement climatique et l'attitude du Premier ministre Howard vis-à-vis du changement climatique. Arnold Schwarzenegger a été réélu il y a 2 ans en Californie sur la base d'une plateforme et d'un programme politique très clair pour lutter contre le changement climatique. Et là, dans ces 2 cas, cette problématique a eu une importance sur la réponse des électeurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais et quelquefois, et même souvent, d'autres problèmes vont jouer un rôle plus important. Mais ces problèmes font partie du contexte. Dans mon pays, il y aura des élections d'ici 5 semaines, qui n'ont pas encore été annoncées, mais qui vont se tenir d'ici 5 semaines. Et les 3 partis politiques ont chacun adopté des programmes par rapport au changement climatique. Et dans les débats entre les leaders politiques, cette question sera soulevée et l'on verra ce qu'ils auront à dire sur les problèmes de changement climatique. Et d'aucuns essaieront même de les convaincre qu'il faut qu'ils soient en concurrence les uns avec les autres par rapport à ces problèmes. Donc, les électeurs ont leur rôle à jouer pour favoriser ce comportement responsable. Mais on ne peut pas naïvement se dire que les gens vont faire ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des preuves. L'engagement des populations est évidemment très important, mais il faut également qu'il y ait un sens partagé au niveau de la communauté mondiale. Et au niveau du changement climatique, je pense que là, on a des signes encourageants qui montrent que partout dans le monde, les populations comprennent que les conséquences des émissions n'ont aucune frontière nationale, qu'elles sont transfrontalières. Et on peut également établir la confiance en étudiant les structures institutionnelles des pays. J'ai été en Chine, je vous en ai parlé. Au Royaume-Uni, nous avons une législation sur le changement climatique qui est là pour aider également et qui crée un cadre. Nous avons également parlé d'accords contraignants. Il s'agit là d'une idée difficile. On parle très facilement d'accords contraignants sans pour autant bien comprendre ce que veulent dire ces mots. Je n'ai pas de réponse catégorique par rapport à tout cela, mais je suis pour ma part convaincue que nous ne devrions pas faire une fixation sur ce mot contraignant parce que nous ne pouvons pas défendre clairement ce que veut dire l'expression accord contraignant. Si un Premier ministre signe un accord sur les niveaux d'émissions d'ici 2020, et si l'on suppose que ce pays, en 2020, enfreint cet accord, qui va-t-on mettre en prison? Est-ce qu'on va mettre le Premier ministre de 2020 ou celui qui avait signé l'accord aujourd'hui? Donc là, la réponse à cette question est plutôt compliquée. Si vous décidez de sanctions financières sur les pays qui vont enfreindre cet accord, qui va les mettre en œuvre, ces sanctions financières? Est-ce que ce sera une police internationale, voire qui nous viendrait de Mars? Il est très difficile de voir qui pourrait mettre en œuvre ces sanctions. Le Canada a enfreint les accords de Kyoto. Est-ce que le Premier ministre canadien a été mis en prison pour autant? Enfin, pas que je sache, en tout cas. Donc, la question là est très difficile. Je pense, et je l'ai déjà dit auparavant, je pense que la meilleure manière d'obtenir un accord, c'est que les populations au sein d'un pays insistent pour que cet accord soit signé. Et il y a un deuxième moyen, j'y ai déjà fait allusion quand je parlais du problème du cavalier seul, et c'est le fait que les relations entre les pays sont des relations multidimensionnelles.
nous avons une bonne compréhension au niveau des flux financiers, des marchés des capitaux. Nous avons des coopérations, notamment par exemple autour de la récession économique. Nous avons des accords les uns avec les autres pour tout ce qui est des accords de police, de lutte contre la drogue. Nous avons des accords sur la prolifération nucléaire, sur le terrorisme, des coopérations commerciales. Il y a de nombreux problèmes qui sont internationaux. Et nous en tenons compte lorsque nous parlons de politique nationale. Et nous tenons compte du fait que nos interlocuteurs sont des personnes dignes de confiance. Et si, au niveau du climat, les gens ne se comportent pas bien, eh bien, ce n'est pas le seul problème sur la table. Il y a plein d'autres domaines où nous pourrons rendre la vie des mauvais élèves plus difficile. Donc, tout ce que je viens de dire est difficile à formaliser. Il serait sans doute dangereux, d'ailleurs, de formaliser tout ce que je viens de dire. Mais c'est une réalité politique et nous devons la garder à l'esprit. Il existe des sanctions informelles, pas des sanctions formelles, mais que nous pouvons utiliser et qui sont très importantes. Si vous regardez l'Union européenne, regardez comment nous résolvons les problèmes. Le pays A a des positions très fortes par rapport à telle problématique, le pays B a des positions très fortes par rapport à telle autre, et on arrive à des accords et à des combinaisons. Et pour ce qui est de la mise en œuvre, j'aime pas trop cette expression, pour ce qui est d'encourager les autres à respecter des accords, rappelons-nous de ce que nous faisons en Europe. Parlons maintenant très rapidement des aspects financiers. L'accord de Copenhague fait référence à un comité consultatif de haut niveau sur les financements qui a été créé il y a 6 ou 7 semaines et qui s'est réuni pour la première fois mercredi dernier à Londres. C'est un groupe de personnes de premier rang. Je vous disais que Christine Lagarde en est membre. Et si elle ne peut pas assister aux réunions, c'est le président de la Banque de France qui assistera et qui a beaucoup travaillé sur les finances internationales. Vous avez Trevor Manuel qui est le ministre des Finances d'Afrique du Sud, qui l'est depuis une vingtaine d'années. Montexea Loalia qui est à la tête de la commission de la planification en Inde et qui est un économiste de premier rang. Le président de ce groupe est Gordon Brown, le Premier ministre britannique, et Ali Senawi, le Premier ministre éthiopien. Nous avons également le Premier ministre norvégien, le président du Guyana. C'est un groupe très important. J'en fais partie. J'ai l'honneur d'en faire partie et nous avons tenu notre première réunion mercredi dernier à Londres. Ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier des moyens pratiques et d'identifier de nouvelles sources de financement pour lever 100 millions d'euros par an d'ici 2020 pour financer les pays pauvres. Il y aura des dons et j'espère le plus possible de dons. Il y aura également des prêts. Il y aura, je l'espère, autant de financement public que possible et puis il y aura une part de financement qui viendra du secteur privé. Voilà le défi que nous devons relever. Les sommes levées devront être investies avec sagesse. Et si nous avons confiance dans le fait que ces sommes seront dépensées avec sagesse, il sera d'autant plus facile de lever ces fonds. Maintenant, nous n'avons pas pour objectif d'apporter une assistance au développement. Il y a des complémentarités, des similarités, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. Pourquoi? Parce que ces fonds sont une reconnaissance de la part des pays riches de leurs responsabilités par rapport aux émissions du passé. C'est une reconnaissance du fait que si l'un des pays réduit ses émissions, alors nous en bénéficions tous. Le bien public, c'est un bénéfice que nous partageons. Donc, les critères que nous allons étudier sont bien entendu les revenus, le chiffre d'affaires, qui va payer. Nous allons parler évidemment efficacité, difficulté de gestion, etc., etc. Les sources de
de fonds sont les taxes carbone, qui vont être mises en place dans certains pays. Nous parlons d'une taxe sur le transport aérien et le transport maritime international. Nous réfléchissions à une taxe Tobin sur les transactions financières. Nous pensons tirer parti des ressources des institutions internationales, qu'il s'agisse du FMI ou des banques de développement régional. Ce sont là les types de ressources auxquelles nous réfléchissons. Nous pensons également encourager les financements privés par des systèmes de partage de risques avec des systèmes de prêts tels que ceux que l'on trouve auprès des institutions internationales. Donc voilà un petit peu ce à quoi nous allons nous atteler. Nous allons, comme je vous le disais dans mes leçons précédentes, nous allons insister sur l'importance de la confiance et de la confiance dans le fait que ces sommes seront dépensées de manière sage et nous allons garder le lien avec la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, car il faut que ces fonds soient bien intégrés dans le cadre d'un accord international. Tout a été mis sur les rails maintenant. Il va falloir avancer très rapidement car nous envisageons un premier rapport d'ici le mois d'octobre ou début novembre, à temps avant le démarrage de la prochaine conférence qui se tiendra au Mexique à Cancun. Je dois également dire évidemment que le ministre des Finances du Mexique fait partie de ce pays comme celui de Singapour et comme d'autres pays. C'est un groupe qui, je l'espère, produira des résultats. Et nous avons... Et est-ce que je vous ai dit que Larry Summers fait également partie de ce groupe? Et Larry Summers est le conseiller financier en chef de la Maison-Blanche. Donc voilà, c'est une façon d'avancer et ça fait partie de mes responsabilités et de mes devoirs. C'était là un exemple que je voulais partager avec vous. C'est un exemple concret qui vous montre comment nous commençons à avancer. Et comme je vous le disais, Copenhague a certes été une déception, mais ça aurait pu être bien pire. Et on constate qu'il y a des choses qui avancent. Et là, vous en avez un exemple. Maintenant, j'aimerais vous parler de la manière dont les autres parties prenantes peuvent participer pour créer un environnement politique qui permettra les progrès dans le domaine du changement climatique. J'aimerais commencer par les entreprises. Les investissements privés, les investissements des entreprises, qu'il s'agisse d'investissements des grandes entreprises multinationales, du secteur agricole ou des foyers, des familles, ce seront les investissements privés qui auront un rôle. Mais ce seront les gouvernements qui créeront les conditions. La différence entre cette révolution technologique et par exemple, la révolution avec l'arrivée des véhicules à moteur ou la révolution qui s'est produite avec l'informatique, c'est que les innovations d'aujourd'hui peuvent se déployer sans beaucoup de soutien des gouvernements. On peut prévoir des soutiens gouvernementaux, des dispositifs gouvernementaux, mais les révolutions du passé pouvaient se mettre en place sans un soutien du gouvernement. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les marchés ont échoué et là, les politiques gouvernementales ont un rôle clé à jouer. Il faut qu'il y ait ce soutien. Donc l'un des problèmes avec les gouvernements, et j'ai parlé à quelqu'un qui a passé 3 ans et demi au sein du ministère britannique des Finances, et l'un des problèmes dans les gouvernements, c'est qu'il est difficile. L'un des problèmes au niveau des gouvernements, c'est qu'il est difficile pour les gens qui passent leur vie dans des fonctions dans les gouvernements, il leur est très difficile de comprendre ce que c'est qu'un investissement, ce qu'est un risque d'investissement. Or, moi, j'ai été formée de cette façon-là, et très peu de fonctionnaires. Or, j'admire les fonctionnaires, j'ai été moi-même un fonctionnaire, donc je ne les critique pas, mais ils n'ont pas forcément vu ce que c'était vraiment que de risquer son propre argent, risquer l'argent d'une entreprise en réalisant un investissement. Donc il est très important que les entreprises jouent leur rôle. Il ne faut pas que les entreprises disent « donnez-moi des privilèges spécifiques », mais ce qu'il faut que les entreprises demandent au gouvernement, c'est de créer un cadre politique. Je ne sais pas ce qu'est le TLC en France, mais
en Grande-Bretagne, le TLC, c'est le service qui aide les gens qui ont emprunté, qui sont en difficulté. Et en Grande-Bretagne, quand on dit faites appel au TLC, on dit il faut être transparent, crédible et avoir des politiques à long terme. Et je pense que nos politiques ont bien compris cela maintenant en Grande-Bretagne. Il y a de nombreux exemples d'entreprises. Vous avez dans mon propre pays la Confédération des industries, la Confédération industrielle indienne, qui a publié des rapports très clairs sur le cadre dont ils ont besoin. Vous savez que j'ai participé au Grenelle de l'environnement. J'étais un tout petit participant, mais j'y ai participé ici en France. Et je sais que les entreprises françaises étaient très actives, ont beaucoup pris part au débat. Donc je pense que le monde des entreprises a un rôle à jouer dans l'élaboration des politiques, dans la création des politiques. Et je pense que les entreprises jouent un rôle constructif, que la plupart d'entre elles voient l'avenir, mais je sais qu'il existe également des entreprises qui sont moins constructives à cause de toutes ces perturbations que cela va engendrer pour elles. Vous savez que ExxonMobil finançait Syntec, qui était opposé aux actions sur le changement climatique. L'industrie automobile allemande est inquiète parce qu'elle produisait des véhicules avec des moteurs très gourmands et vous disent que les plans en faveur du changement climatique, enfin des actions dans le domaine du changement climatique sont une conspiration de la part des fabricants de voitures italiens. Donc là-dessus, pour ne pas être trop exhaustif, j'aimerais vous recommander un produit qui s'appelle Le Doute est un produit, Doubt is a Product, qui a été publié par University Press il y a 2 ans et qui montre combien, par le passé, le monde de l'entreprise a essayé de s'inscrire en faux contre les éléments scientifiques. Le meilleur exemple étant l'industrie du tabac, qui a essayé de réfuter les arguments scientifiques et médicaux. Et la technique consiste à trouver un article sur des milliers dans lequel il y a une erreur. Parce que tous les scientifiques font des erreurs, les économistes font des erreurs, on en fait tous des erreurs. Donc je suppose qu'il y a même des erreurs sur les articles publiés sur la gravitation universelle. Mais est-ce que si je découvre une erreur sur un article sur la gravitation universelle, est-ce que ça me permet de remettre en doute la gravitation universelle? Il faut remettre les erreurs en contexte. On en découvrira des erreurs. Le boulot d'un universitaire, c'est d'être complètement ouvert et de comprendre ces erreurs. Certes, mais notre responsabilité, c'est également d'identifier la pertinence des faits scientifiques. Et depuis 200 ans que nous étudions le climat, eh bien, très honnêtement, les arguments qui sont développés pour venir contredire les théories du changement climatique n'ont aucun poids. On peut toujours discuter, mais ça ne remet pas en question la pertinence des déclarations qui ont été faites. Les sceptiques ne remettent pas en cause la pertinence des politiques qui doivent être prises. Comme je vous l'ai déjà dit, tout est question de gestion de risques. Et nous devons comprendre que les risques sont énormes. Il suffit de regarder les éléments scientifiques qui remontent, qui sortent de la science depuis 200 ans. Si vous voulez pouvoir dire « je ne fais rien », il faut pouvoir dire « j'ai toute confiance et je peux dire que les risques sont tout à fait petits ». Les fabricants de tabac n'ont pas été jusqu'à dire que le risque de fumée est tout petit. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Parce qu'ils savaient que le risque de cancer était énorme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un article où il y avait une erreur et ils ont dit, eh bien, puisqu'il y avait une erreur là, cela veut dire que tous les articles qui font le lien entre le tabac et le cancer sont basés sur des erreurs. Encore une fois, si vous trouvez une erreur sur dans un article sur la gravitation, vous n'allez pas remettre en cause la théorie de Newton. Donc,
tout doit être remis dans un contexte et revoir les arguments financiers qui sont en faveur de la création d'un cadre politique. Et c'est là que je dis qu'il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes. Nous devons évidemment féliciter, remercier les gens qui identifient des erreurs parce qu'ils permettent à la science d'avancer. Pour autant, nous avons, en tant que scientifiques, en tant que sociologistes, en tant que citoyens, nous avons la responsabilité de poser la question: quelle est la différence que cela fait par rapport aux preuves scientifiques que nous avons? Quelle différence est-ce que cela fait au niveau de la nécessité de mettre en place des politiques? Et c'est pour cela, à mon avis, qu'ils se trompent. Je ne vais pas faire de commentaires directs sur le travail de Claude Allègre, mais je pense que vous avez fait le lien entre ce que je viens de dire et cela. Donc, je pense que dans l'ensemble, on peut avoir un équilibre positif. Toute cette question des perturbations, de la gestion des perturbations a toujours été là, ça sera toujours là. Il faudra mettre les bonnes politiques en place pour régler. Et puis, il y a le rôle des ONG, des organisations non gouvernementales qui rappellent au gouvernement et aux entreprises qu'elles sont responsables de leurs actes. Il y a beaucoup d'ONG qui ont une action très positive. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui vient des ONG est bon. Il y a beaucoup d'ONG qui elles-mêmes n'ont pas le sens des responsabilités, n'assument pas leurs propres responsabilités. Ceci dit, si elles prétendent parler pour l'avenir et trouver des solutions constructives pour l'avenir, si elles sont responsables, eh bien, elles peuvent être dignes de confiance. Beaucoup d'ONG, par exemple Oxfam, soulignent les dangers, mais aussi proposent des solutions pour résoudre ces problèmes. C'est également le cas du World Resource Institute et du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Donc, je vous ai parlé des sceptiques dans mon pays, l'Université d'East Anglia. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec des difficultés apparentes dans les comportements de certains chercheurs. Des rapports sont en cours de rédaction et publication à ce sujet, mais c'est un exemple très frappant, le cas de cette université, où on doit réfléchir non seulement au sujet des comportements des chercheurs et des universitaires qui ont un devoir d'ouverture et de réflexion, mais aussi le lien entre leurs travaux et l'ensemble des preuves qui ont déjà été avancées. Mais j'ai déjà discuté de ça. J'aimerais maintenant passer à un autre chapitre, un aspect différent de la vie des chercheurs et des universitaires. Il s'agit du défi de la communication. La communication est particulièrement difficile pour cette question parce que on se trompe dans notre réflexion sur ce qui s'est passé ces 150 dernières années et sur l'évaluation du risque. Je ne critique pas la race humaine, je fais juste une observation qui est très bien documentée en matière psychologique notamment. Et c'est le problème auquel on est confronté ici, parce que nous sommes en train de parler de quelque chose qui a des conséquences absolument gigantesques, qui repose beaucoup sur des questions d'incertitude et de gestion de risque. Et à la convergence de ces deux points, on se retrouve devant un problème de communication. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on baisse les bras et qu'on traite les êtres humains comme des imbéciles, mais qu'il faut beaucoup réfléchir au long terme, à l'éthique du long terme et aux conséquences sur le long terme. Et il nous faut penser à la gestion du risque sur le long terme, mais c'est une façon complètement différente de réfléchir que celle à laquelle nous étions confrontés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On était au lendemain de deux guerres absolument effroyables, d'une dépression économique et financière,
Il fallait se remettre en question, comprendre ce qui avait dérapé et comprendre qu'il était nécessaire de collaborer à l'échelle internationale. C'est apparu très clairement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on risque aussi de déraper très loin avec des conséquences qui seront beaucoup plus graves si l'on n'anticipe pas et si l'on n'essaye pas de gérer les risques de façon anticipatoire. C'est très exigeant en termes de réflexion. Et de notre côté, en tant qu'universitaires et chercheurs, on essaye de communiquer avec toute la justesse requise. Et je pense que vous avez déjà tous compris à quel point il était difficile de communiquer en raison de la difficulté du sujet. On est tous prêts à converser de sujets que l'on connaît ou que l'on maîtrise ou que l'on croit maîtriser. Les gens parlent de régime, d'alimentation, de criminalité, de délinquance, de sexe, et on parle de la météo. Mais le temps, la météo et le changement climatique, c'est différent. Cet hiver, on a eu un hiver très froid dans cette partie de l'Europe et dans le nord-est des États-Unis. Cette année, il a fait plus chaud dans l'hémisphère nord que dans la moyenne observée ces 20 dernières années. L'Afrique du Nord, le pôle Nord ont eu plus chaud en moyenne que les moyenne normale observée, alors que le nord-est des États-Unis et l'Europe ont eu très froid. En fait, ce sont les classes politiques des États-Unis et de l'Europe qui ont souffert du froid cet hiver. Et donc, les gens se ramènent à leur propre position dans un contexte international, mais il faut faire preuve de discernement quant à cette question de climat. D'où la difficulté de communiquer sur ce type de problème. Et si vous demandez aux gens pourquoi ils ne sont pas tellement convaincus par le changement climatique, ils ne vont pas forcément vous parler de l'université d'East Anglia, mais la majorité des gens n'ont pas entendu parler de cette université, de ce qui s'est passé. Ils vous diront, mais il a fait froid cet hiver. Et la raison pour laquelle on observe dans les sondages d'opinion un manque de confiance dans les travaux scientifiques qui portent sur le changement climatique, ce qui illustre encore plus la difficulté liée à cette communication. Je voudrais maintenant parler un petit peu des institutions internationales. Beaucoup de grandes institutions internationales. Vous avez le PNUE, le PNUD, les Nations Unies, l'OCDE, les institutions financières internationales, l'Agence internationale de l'énergie ici à Paris, l'Union internationale pour la préservation de la nature, l'UICN. Toutes ces institutions internationales ont un rôle très important, mais étant donné l'ampleur de la problématique du changement climatique et son lien très étroit à la biodiversité, à la gestion de l'eau, je pense que le temps est venu d'envisager la création d'une organisation mondiale pour l'environnement. Le commerce a un rôle crucial à y jouer. Si l'on abandonne les barrières douanières sur les produits environnementaux, eh bien, nous pourrions progresser plus rapidement. Donc, je pense que les institutions internationales pourraient notamment travailler sur cette question du commerce et de l'environnement. Maintenant, en ce qui concerne une agence internationale de l'environnement, est un argument qui peut trouver un argument favorable si l'on revient un petit peu sur les travaux de Keynes et de White, notamment avec les accords de Bretton Woods. Vous savez que l'on a ensuite transformé ces accords en une OMC.
Ces économistes voyaient dans ces accords la possibilité d'assurer une stabilité dans le commerce international et on avait vu qu'il y avait un défi dans la reconstruction des économies des pays frappés par la guerre mondiale, donc le FMI et la Banque mondiale. La Banque mondiale, n'oublions pas, était au départ créée pour la reconstruction de l'Europe. Et puis, petit à petit, c'est devenu une institution financière orientée vers le développement. Ils n'avaient pas vu que l'environnement allait être un élément essentiel dans la stabilité et la croissance mondiale. Aujourd'hui, l'environnement apparaît comme un élément essentiel de la stabilité internationale et de la croissance économique mondiale. Je pense que s'ils étaient là aujourd'hui, ils auraient créé une organisation mondiale de l'environnement. J'ai ici fait la liste de toutes les activités que cette institution pourrait remplir. Il s'agit de cibles, d'objectifs, de développement technologique, de changement scientifique, de lutte contre la déforestation, de compréhension des risques locaux, de résolution de litiges, de lier le changement climatique à la gestion de la biodiversité, de l'alimentation, de l'eau. Vous voyez que les fonctions d'une organisation mondiale de l'environnement seraient très importantes, déterminantes et devraient découler d'un accord international. Alors moi, je suis d'abord favorable à la signature d'un accord international. Il a fallu beaucoup de temps avant que la Banque mondiale accorde son premier prêt. C'était au bout de 3 ans de sa création. Moi, j'ai travaillé à la BERD, à la Banque européenne de reconstruction et de développement. Elle a été créée vite, mais il a fallu un certain temps avant que toute la machinerie se mette en route à la BERD et qu'elle accorde des crédits. Il faut beaucoup de temps avant que ces institutions soient en marche. Il faut donc que l'on passe à un accord en premier lieu et à partir de cet accord, nous pourrons définir les fonctions et les compétences de cette nouvelle institution. Mais je pense que c'est la voie à prendre. Et nous serons en mesure de mieux définir ces fonctions et nous pourrons bénéficier du soutien international de l'ensemble des pays lorsque nous aurons signé un accord. C'est une étape très importante. Dernier point que j'aimerais évoquer, il s'agit de cet accord et du leadership politique international. Donc, on sait quels sont les objectifs de réduction des émissions. Lorsque je dis on sait approximativement. On n'a aucune précision. On sait plus ou moins quels sont les objectifs à atteindre en termes de réduction des émissions. Nous voyons que la technologie, les financements seront nécessaires, que la déforestation, l'efficacité énergétique sont nos leviers d'action. Et nous voyons plus ou moins quelles sont les politiques économiques qui devront être mises en place pour atteindre ces objectifs. Donc, maintenant, il s'agit d'une volonté politique incarnée dans un leadership qui incarne aussi une vision et qui vont prendre la responsabilité et qui vont prendre des risques politiques pour ce faire. Je ne vous donnerai pas le nom de ces personnes. J'ai quelques noms en tête. Je risque d'en oublier certains et ils risqueraient d'être fâchés, donc je ne donnerai pas de nom. Mais ces leaders auront une tâche importante à accomplir. Il ne s'agit pas uniquement de dire « on va faire cela ». Il s'agit de convaincre, il s'agit de guider, de faire en sorte qu'il y ait une adhésion et une acceptation du public, tout en tenant compte des travaux scientifiques qui, depuis 200 ans, nous disent que les risques sont très importants. Ce serait irresponsable d'agir en imaginant que les risques sont très petits. On ne sait pas tout pour autant. Toutes les incertitudes n'ont pas été levées ou dissipées, mais nous avons toutes les bonnes raisons de croire
que sur la base de travaux scientifiques menés depuis 200 ans, il faut faire preuve d'une volonté, d'une détermination et de passer à l'action. Et que une croissance économique sobre en carbone est une solution attrayante. Il faut des exemples. La Chine a commencé à mettre en place son système de responsabilité en 78-90, alors que on partait du collectif en Chine, et on a petit à petit vu qu'il était possible de faire en sorte que chacun soit responsable de la production. Donc, il y a d'autres expériences à l'extérieur de la Chine. Je ne sais pas si quelqu'un ici a assisté aux conférences d'Esther Duflo qui ont eu lieu l'année dernière ici. Son ouvrage vient d'être publié. Je vous encourage vivement à lire ce qu'elle a écrit. Elle montre comment nous travaillons avec des expériences qui donnent des résultats tout à fait fiables d'un point de vue scientifique. C'est sur cela que doit reposer le leadership politique. Mais le leadership politique doit également traiter ce problème des perturbations. On ne peut pas ignorer les gens et leur dire voilà, vous allez passer du charbon à une autre source d'énergie. On ne peut pas ignorer le défi que cela représente pour l'industrie automobile de passer au type de véhicules qu'ils produisent aujourd'hui à des véhicules plus propres. On ne peut pas dire aux gens, aux populations qui vont être frappés, perturbés, que c'est pour le bienfait de tous et de la communauté et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Non, il faut qu'il y ait des politiques d'accompagnement. Ça fait aussi partie du leadership. Il ne faut pas uniquement dire à l'opposition qu'elles sont stupides. C'est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut expliquer. Il faut montrer comment on va traiter ces perturbations induites par le changement. Mais il faut aussi présenter cela de façon positive, montrer que ça peut être attrayant et présenter les choses d'une façon complètement différente de ce que l'on faisait par le passé. Que, au-delà de la réduction des risques associés au changement climatique, il y a plein d'aspects attractifs à se lancer dans ces politiques. Il ne faut pas uniquement s'inquiéter des gens parce que les risques sont très élevés, mais on ne peut pas uniquement être anxiogène. Ce n'est pas le seul argument que l'on peut avancer si l'on veut progresser en matière de leadership politique. Et puis, il y a le rôle des individus, des personnes, pour encourager et reconnaître ce leadership politique. Et nous, en tant que universitaires et communicants, et je pense particulièrement à la presse, aux médias, aux journalistes, nous avons tous une responsabilité d'une communication juste. Nous devons réunir les arguments et les présenter de façon organisée, et les communicants doivent aussi assumer cette responsabilité. C'est extrêmement important. Si vous avez une personne qui dit « la Terre est plate », et que vous avez une grande majorité qui disent la Terre, c'est grosso modo une sphère, est-ce qu'on accorde autant de temps médiatique à ceux qui disent la Terre est plate qu'à ceux qui disent que la Terre est ronde? Mais peut-être que la personne qui dit que la Terre est plate s'appelle Galilée. Qui sait? Mais pour chaque dizaines de milliers de personnes qui se prétendent être Galilée, il y a un Galilée en réalité. C'est à nous, en tant que chercheurs, de présenter cela, et les médias doivent en tenir compte. C'est leur responsabilité. Ce n'est pas 50%, 50%. Le bon argument et 50% les arguments conditionnés et confus. Toutes les personnes qui sont un peu confuses
ne doivent pas forcément être considérés de la même façon que ceux qui viennent avec des arguments sensés, raisonnés et fondés. Ces arguments doivent être surveillés. Donc il y a ces arguments fondés et l'équilibre. Et jusqu'à présent, je pense que le monde des médias n'a pas véritablement fait preuve d'un grand discernement et d'équilibre dans la présentation, notamment des preuves et des questions politiques essentielles de nos jours, qui sont la gestion des risques. Je pense qu'il est possible d'agir. Je pense que les leaders politiques sont disposés à aller au-delà des vues électorales et de s'engager dans des politiques à long terme. Et je pense également que nous tous, nous avons une responsabilité particulière en tant que chercheurs, universitaires, étudiants et agents de la communication. Merci. Thank you.